Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la cohésion de la matière et de la dissolution. Prenons l'exemple de trois molécules, l'éthane, l'éthanol et un cristal ionique, le chlorure de sodium. On peut remarquer que la température de fusion de l'éthane est plus faible que celle de l'éthanol et beaucoup plus faible que celle du chlorure de sodium. Pour passer de l'état solide à l'état liquide, il faut briser les interactions attractives qui lient les molécules entre elles. Pour l'éthane, il existe des interactions dites de Van der Waals qui sont des interactions attractives lorsque des molécules, des atomes ou des ions sont proches les uns des autres. Pour l'éthanol, il y a également des interactions de Van der Waals, mais on a déjà vu également que la liaison OH était polarisée, avec une charge partielle positive sur l'hydrogène et négative sur l'oxygène. Si on représente une autre molécule d'éthanol, on peut remarquer qu'il peut y avoir des interactions de type électrostatique entre les doublets non-liants de l'oxygène qui a une charge partielle négative et les hydrogènes d'une autre molécule qui ont une charge partielle positive. Ces interactions s'appellent des liaisons hydrogènes. Et si l'éthanol a une température de fusion plus haute que celle de l'éthane, cela signifie que les liaisons hydrogènes sont plus intenses que les interactions de Van der Waals. Enfin, pour le chlorure de sodium, il y a également des interactions de Van der Waals, mais ce qui prédomine, c'est des interactions électrostatiques entre les cations et les anions. Et la différence de température de fusion indique que ces interactions sont beaucoup plus intenses que celles de Van der Waals ou même que les liaisons hydrogènes. Si on établit donc un classement des interactions qui ont lieu entre les molécules, on remarque que les plus faibles sont les interactions de Van der Waals, puis les liaisons hydrogènes, et enfin, d'une intensité beaucoup plus grande, les interactions électrostatiques entre anions et cations dans un cristal ionique. Parlons maintenant de la dissolution, et particulièrement de l'influence du solvant. Nous avons vu qu'il y avait des molécules qui étaient polaires et des molécules apolaires. Il y a donc des solvants polaires comme l'eau et des solvants apolaires comme le cyclohexane. Et ça va avoir une influence sur les molécules qui seront capables de dissoudre. Ainsi, dans un solvant polaire, ce sont les solides ioniques, les ions et les molécules polaires qui seront le plus solubles. Ça ne veut pas dire que des molécules polaires ne sont pas solubles dans un solvant apolaire, mais cela veut dire qu'elles seront toujours plus solubles dans un solvant polaire que dans un solvant apolaire. Et de la même manière, des molécules apolaires seront plus solubles dans un solvant apolaire que dans un solvant polaire. Ces différences de solubilité peuvent être utilisées par des méthodes d'extraction comme l'extraction par solvant que nous verrons en détail dans une autre vidéo. Intéressons-nous au cas de la dissolution d'un solide ionique dans l'eau. Prenons le cas du chlorure de sodium qu'on a vu dans la première diapositive et on va voir en détail ce qui se passe autour des ions chlorure et des ions sodium. La première étape est la dissociation. Des molécules polaires d'eau vont entraîner des interactions électrostatiques sur les constituants du soluté, donc sur les ions chlorure et les ions sodium. Pour ça, on peut représenter à nouveau une molécule d'eau avec les charges partielles positives sur l'hydrogène et négatives sur l'oxygène. Ainsi, les ions chlorure vont être entourés de molécules d'eau avec les hydrogènes qui ont des charges partielles positives de leur côté, ce qui va entraîner des interactions attractives entre les hydrogènes et les anions. De la même manière, les atomes de sodium chargés positivement vont s'entourer de molécules d'eau avec de leur côté les oxygènes qui ont une charge partielle négative. On a donc également des interactions attractives qui vont se créer. Ces interactions vont entraîner la dislocation du cristal.
Deuxième étape, ce qu'on appelle la solvatation. Donc les ions qui sont libérés vont s'entourer de molécules d'eau avec, pour les ions chlorure, les hydrogènes qui ont les charges partielles positives de leur côté, et pour les ions sodium, les oxygènes qui ont les charges partielles négatives de leur côté. Enfin, dernière étape, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Les ions qui sont hydratés, alors on dira solvatés dans un autre solvant, peuvent se diffuser dans toute la solution. La solution devient alors homogène. L'équation de la dissolution. Donc, si on prend un soluté quelconque, AX, BY, donc les trois processus qu'on vient de voir vont être résumés dans l'équation de la dissolution en un seul, donc en une seule étape, même si on sait qu'il y a plusieurs étapes. Donc on a AX, BY qui dans l'eau va donner XA aqueux, aqueux veut bien dire dissous dans l'eau, plus YB aqueux. Pour trouver la charge des ions, il faudra écrire un ion connu et appliquer ensuite le principe d'électroneutralité. Donc si on prend l'exemple du chlorure de fer 3, FeCl3, donc cela donnera 3 ions chlorure, on connaît bien un ion chlorure qui a une charge négative, et donc pour compenser les 3 charges négatives des 3 ions chlorure, cela signifie que la charge de l'ion fer sera 3 fois positive. Donc cela donne Fe3+, plus 3Cl-. Alors, ce qu'on appelle la solubilité, c'est la quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans le solvant. La solubilité, c'est donc la concentration d'une solution saturée. Et son unité, c'est celle d'une concentration, soit mol par litre pour la concentration en quantité, soit gramme par litre si on veut exprimer la concentration en masse. Alors il sera toujours intéressant de faire le lien entre la concentration des ions en solution et la concentration initialement apportée en soluté. Donc soit un volume V de solution de chlorure de fer 3, de concentration apportée en soluté, CI. Donc la quantité initialement apportée en soluté est donc Ni égale CI fois V. On peut faire un tableau d'avancement, un tableau d'évolution de l'équation de dissolution. On a initialement CI fois V pour le chlorure de fer 3 et les quantités initiales en ions sont nulles. En cours de transformation, il restera CI fois V moins X pour le chlorure de fer 3. Il s'est formé X mol d'ion fer 3 et vu le chiffre stoichiométrique de l'ion chlorure, il s'est formé 3X ion chlorure. Enfin, à l'état final, il nous reste C fois V moins X max pour le chlorure de fer 3. Il s'est formé X max d'ion fer 3 et 3X max d'ion chlorure. Le chlorure de fer 3 étant considéré comme le seul réactif, il est limitant. Il est donc entièrement consommé. À l'état final, on a donc CI fois V moins X max est égal à 0, ce qui revient à écrire que X max est égal à CI fois V. Il vient donc directement que la quantité finale en ion fer 3 qui est égale à X max est égale à CI fois V et que la quantité finale en ion chlorure qui est égale à 3X max est égale à 3 fois CI fois V. À partir des quantités finales en ions, on peut retrouver leur concentration. Je rappelle que la concentration en quantité, c'est la quantité divisée par le volume. On a donc la concentration finale en ion fer 3 qui est égale à la quantité finale divisée par le volume. Ça donne CI fois V sur V. De la même manière, la concentration en ion chlorure à l'état final est égale à 3 fois CI fois V divisé par V. En simplifiant par le volume, on obtient que la concentration finale en ion fer 3 est égale à la concentration initialement apportée en soluté et que la concentration finale en ion chlorure est égale à 3 fois la concentration initialement apportée en soluté. Si on fait le lien avec l'équation de dissolution, on voit qu'il y a un lien direct entre la concentration initialement apportée en soluté,
les concentrations en solution des ions à l'état final et leur chiffre stoichiométrique. On a dans ce cas la concentration initiale est égale à la concentration finale en fer 3 divisé par son chiffre stoichiométrique qui est égal à la concentration finale en ion chlorure divisé également par son chiffre stoichiométrique. Alors cette équation a un sens seulement si le soluté est entièrement dissous. Dernière remarque, pour des ions, on écrit souvent la concentration avec un autre symbolisme, on écrit l'ion entre crochets. Donc ion entre crochets signifie concentration de cet ion dans la solution. Donc on peut écrire de cette manière l'équation, donc Ci est égal Fe3 plus entre crochets, ça veut dire concentration de l'ion fer 3 en solution divisé par son chiffre stoichiométrique qui est égal à la concentration de l'ion chlorure divisé également par son chiffre stoichiométrique. Donc, si on généralise, on ne fera pas le tableau d'évolution à chaque fois. Soit la dissolution d'un soluté AXBY de concentration apportée en soluté Ci, dont l'équation de dissolution est AXBY donne XA aqueux plus YB aqueux. Si le soluté est entièrement dissous, alors on peut écrire que la concentration initialement apportée en soluté est égale à la concentration en solution des ions A divisé par X, leur chiffre stoichiométrique, et est égale à la concentration en solution des ions B divisé également par leur chiffre stoichiométrique.